pays d'Afrique de l'Ouest situé sur la partie occidentale du golfe de Guinée et dont la façade sud est bordée par l'océan Atlantique. La Côte d'Ivoire est entourée par 3 pays francophones, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Et sur ses flancs, 2 pays anglophones, le Libéria et le Ghana. D'une superficie de 322 500 km², le territoire ivoirien ressemble à un quadrilatère coupé en deux, avec au nord essentiellement des plateaux et au sud des plaines, avec à l'ouest un relief plus montagneux. En termes de climat aussi, la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Dans le sud, en dessous de la capitale Yamoussoukro, le climat est équatorial et très humide. Là où le nord, lui, présente un climat tropical sec avec des températures globalement plus élevées. Conséquence, le sud est le territoire de la forêt, même si sa surface a fortement diminué. La forêt primaire a même pratiquement disparu, en dehors de parcs nationaux comme celui du Taï ou du Banco, en plein cœur d'Abidjan. Le nord abrite quant à lui un paysage de savane, avec de grands espaces d'herbage et d'arbres clairsemés. Dans cette moitié nord du pays, on trouve principalement des champs de céréales, comme le mil, le millet ou le sorgho, mais aussi de mangue ou encore de coton. Ces 20 dernières années, ce sont les vergers de noix de cajou qui se sont développés, puisque la Côte d'Ivoire en est aujourd'hui le premier producteur mondial. Dans la moitié sud, 2 grandes cultures d'exportation prédominent, avec le café et surtout le cacao. La Côte d'Ivoire est ainsi le premier producteur mondial de fèves de cacao, puisqu'elle représente à elle seule 45% de la production mondiale. Et à elle seule, cette matière première compte pour 15% du PIB national. S'ajoutent à ces grandes cultures intensives d'autres cultures comme la banane, l'ananas ou encore l'huile de palme. La Côte d'Ivoire bénéficie également d'un sous-sol riche, avec quelques mines d'or, des mines de fer, un peu de bauxite, des diamants, du manganèse ou encore du nickel, mais aussi depuis les années 80, du pétrole. Si la part des produits pétroliers est restée modeste dans les exportations ivoiriennes, l'entreprise Eni a découvert en 2021 un gisement en eau profonde estimé à 2 milliards de barils, soit l'équivalent d'un quart environ des réserves de pétrole en Angola. La Côte d'Ivoire est aussi un pays à la géographie humaine complexe. La langue officielle de ses 22 millions d'habitants est le français, mais elle compte plus de 63 ethnies réparties dans 4 groupes linguistiques régionaux. Les Akan, les Gours, les Mandés et enfin les Krou. La République de Côte d'Ivoire, enfin, est un pays multiconfessionnel, avec 42% de musulmans, 34% de chrétiens et une proportion non négligeable d'animistes. Mais cette structure de la société ivoirienne, elle a beaucoup évolué depuis le 19e siècle et c'est ce qu'on va voir maintenant. 1902, la Côte d'Ivoire est intégrée à l'Afrique occidentale française. C'est le début d'un développement fondé sur l'exploitation du café, de la forêt, du coton et surtout du cacao, une économie qui va faire appel à une main-d'œuvre en provenance de toute la région. 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Mais cette politique d'ouverture à l'immigration se poursuit avec le président Félix Houphouët-Boigny, qui a été député et plusieurs fois ministre de la République française, mais surtout qui a lui-même été planteur de café et de cacao. En 1983, ce dernier fait même de son village natal, Yamoussoukro, la nouvelle capitale administrative du pays. À sa mort en 1993, il laisse un pays fragilisé par des années de pouvoir personnel, mais aussi par la chute des cours de matières premières et les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. 1995, Henri Konan Bédier, qui bénéficie du soutien de la France, est élu. Mais pour écarter ses adversaires, il met en œuvre une doctrine xénophobe dite de l'ivoirité. Une politique qui va nourrir le mécontentement d'une partie de la population dans un pays où, on l'a vu, les étrangers et descendants d'étrangers sont nombreux. Résultat, la Côte d'Ivoire plonge progressivement dans la guerre civile. 2002, une tentative de coup d'État contre celui qui est alors président, Laurent Gbagbo, va couper le pays en deux. La rébellion, soutenue par le Burkina Faso, contrôle le nord et le camp présidentiel, le sud. Il a fallu attendre mars 2007 pour que le président Laurent Gbagbo et un ancien chef rebelle, Guillaume Soro, signent un accord conduisant à la réunification du pays et à l'organisation d'élections.
2010, ces élections sont remportées par Alassane Ouattara. Pourtant, Laurent Gbagbo refuse de céder le pouvoir. Et en 2011, après de violents affrontements et l'engagement des forces françaises et des casques bleus, il est arrêté puis inculpé par la Cour pénale internationale. Après ce bref résumé de la vie de la Côte d'Ivoire depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, en passant par le coup d'État du général Guy Robert de 1999, dont personne ne veut en parler, quand le président Aimé-Henri Konan Bédié, à travers ce message, je lève la voix pour proclamer les oracles de Dieu sur ma nation, la Côte d'Ivoire. Depuis le coup d'État de 1999, qui paraît être un fait banal et qui est passé aux oubliettes pour ceux qui l'ont perpétré et leurs acolytes, Dieu serait éloigné de la Côte d'Ivoire, car même si on le chante et on veut le faire croire qu'il n'y a pas eu effusion de sang, c'est purement et simplement un mensonge. Il y a eu bel et bien effusion de sang. Certainement pour ces assassins et criminels qui dit effusion de sang, dit qu'on a recueilli des tonnes de sang, mais qu'ils sachent qu'un cœur meurtri est une âme qui saigne. C'est la sagesse de Dieu qui a donné aux dirigeants d'alors, qui a permis d'éviter l'hécatombe, le bain de sang et un génocide contre les Ivoiriens. Pour ceux qui ont perpétré ce coup d'État, la Côte d'Ivoire peut avancer sans qu'on en parle. On va donc organiser un simulacre de réconciliation nationale où mensonges et comédie feront bon ménage, où les vrais auteurs de ce malheur seront plutôt les rois et princes de cette tribune. Malheureusement, on a oublié que ce coup d'État est la boîte de Pandore qui a ouvert le mal, la soif du sang, la guerre sur cette terre de Dieu. Et personne, dirigeant comme guide religieux, n'a songé un jour convier toute la nation dans un élan commun, en unité de cœur, à fléchir le genou pour demander à Dieu pardon pour ce coup d'État odieux de haine du général Guy Robert, qui devant Dieu était un sacrilège. La vie de la Côte d'Ivoire depuis cette période n'a été que pleurs, sang et souffrance. En 2010, avant les élections, j'avais partagé un message que j'avais reçu de Dieu avec le sieur Yapo Armand de l'église méthodiste unie de Benjerville, que j'avais considéré comme mon mentor spirituel. Ce message était que le président Laurent Gbagbo perdrait les élections de 2010. Cette révélation que je lui ai faite, que je lui ai fait écouter, je l'ai encore au format audio. Mais le monsieur m'a traité de débile. Je répète, mais le monsieur m'a traité de débile, car certainement pour lui, c'était pas possible. Il me dira en des mots très clairs que je faisais une dépression nerveuse, donc je faisais un début de folie. Les raisons que j'avais reçues pour lesquelles le président Gbagbo perdrait les élections de 2010 étaient les suivantes. Il a abandonné le pouvoir dans les mains de Blé Goudé, sous l'égide d'un patriotisme galactique, donc dans les mains d'une jeunesse arrogante, immature et guerrière. Au cours de l'émission, deuxièmement, au cours de l'émission télévisée animée par M. Bro Amisson, émission
qui l'opposait à son concurrent Alassane Ouattara, en guise de conclusion, le président Laurent Gbagbo prenait la guerre alors que Alassane lui prenait la paix. Cet enregistrement, je suppose, existe encore dans les archives de la RTI. Chacun pourra donc révisualiser ce temps fort de la campagne électorale de l'époque. Et ce qui devrait arriver arriva, parce que le président Laurent Gbagbo a prôné la guerre, il va perdre le pouvoir par la guerre. Et malgré le cri de cœur de Blé Goudé, et non le président Laurent Gbagbo lui-même, qui demandait aux Ivoiriens d'arrêter de manger ou d'arrêter de vaquer à leurs occupations pour descendre dans la rue et reprendre son pouvoir pour lui redonner à lui Blé Goudé. Rien n'y fit. Le pouvoir du président Laurent Gbagbo et de sa galaxie patriotique venait de s'écrouler, de s'effondrer. Il y a également l'intervention à la télé de l'épouse du président Laurent Gbagbo, Madame Simone Ehivé Gbagbo. Alors que la Côte d'Ivoire fêtait son jubilé, son cinquantenaire, ses 50 ans d'indépendance, et que bibliquement il est écrit ceci dans Lévitique 25:10, et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Ceci voudrait aussi dire, quand nous parcourons la suite de ce passage de la Bible, que les prisonniers devraient aussi être libérés, quel que soit l'objet de leur condamnation. Malheureusement, Mme Simone Ehivé Gbagbo s'est présentée à la télé en lieu et place du président lui-même pour dire, et je cite, « Vous voulez qu'on libère les prisonniers? Est-ce qu'ils ont changé de vie ?» Par conséquent, le président Laurent Gbagbo refusera de signer cette loi d'amnistie, une loi de grâce pour libérer les prisonniers. La raison cachée était que les autorités, avec à leur solde tous les grands éminents hommes de Dieu, avaient peur qu'en le faisant, les prisonniers viennent renforcer la masse guerrière de ceux qui étaient en guerre contre eux. Ils ont donc oublié que Dieu est capable de tout. C'était le coup fatal que Mme Simone Ehivé Gbagbo venait de porter au pouvoir de son époux, le président Laurent Gbagbo. Et les jours qui ont suivi, Dieu lui-même s'est chargé de libérer tous les prisonniers en commençant par faire tomber le portail vert de la Maka. La question était donc de savoir, premièrement, pour qui Mme Simone Ehivé Gbagbo se prenait alors qu'elle se dit chrétienne pour refuser de faire ce que Dieu lui-même recommande et qui est une loi immuable. Deuxièmement, était-elle la présidente de la République de Côte d'Ivoire pour venir s'adresser aux Ivoiriens dans une telle circonstance? Le faire à la place du président Laurent Gbagbo était qu'elle faisait preuve d'un orgueil et d'une grande arrogance. Je m'en excuse. La Bible ne dit-elle pas que, dans Proverbe 11, le verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais le sage est avec les humbles. Mais la sagesse est avec les hommes. Le même livre des Proverbes 16, 18 dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Je viens encore ce jour annoncer ce qui arrivera en 2025 en Côte d'Ivoire.
Mais pour ceux qui voudraient savoir qui je suis et si ce que je dis vient de Dieu, je rappelle à toute fin utile que j'ai été arrêté par la gendarmerie de Port-Bouët le 2 mai 2010.